Donc, je regardais les commentaires en ligne avec ma collègue Mélanie qui me disait qu'une personne a écrit peut-être que les subventions ne diminuent pas, mais elles ne s'ajustent pas au coût de la vie. D'abord, beaucoup de bailleurs de fonds, leur enveloppe budgétaire pour les subventions a diminué. Il y en a d'autres que oui, ça a augmenté. Ça dépend de la tendance, ça dépend des intérêts du gouvernement au pouvoir, s'il veut plus investir dans une chose, moins dans une autre. Il y a des programmes qui ont été abolis. Mais quand je dis qu'il y a beaucoup plus d'argent, c'est que des fois, on approche seulement les sources de subventions quand on pourrait peut-être frapper à d'autres genres de portes. Et c'est ça qu'on va explorer dans les exemples concrets que je vais vous dire. Puis c'est vrai aussi que moi, je regarde, je suis présidente d'une organisation, on reçoit de l'argent chaque année d'un bailleur de fonds public et au niveau municipal et on n'a pas l'augmentation au niveau du coût de la vie. Donc, nous, si on ne trouve pas une façon de lever des fonds additionnels, on n'est même pas capable d'ajuster les salaires de nos employés pour leur donner au moins la petite augmentation au niveau de l'augmentation du coût de la vie. Donc, il y a une réflexion sérieuse à avoir dans les gens qui gèrent des programmes de financement. Et nous, le milieu associatif qui applique pour avoir accès à ces financements-là. Vous savez, moi, une chose que j'ai pas vue encore en Ontario, mais que j'ai eu le privilège de voir dans d'autres pays, puis que j'ai vu même au Québec, c'est quand le milieu associatif propose au gouvernement de co-créer ensemble une politique publique, puis que de cette politique-là, il y aura un programme, puis du programme, il y aura du financement. À ce moment-là, on peut vraiment se parler sur les enjeux de qu'est-ce que l'on crée ensemble. C'est sûr que la politique publique va être gérée par le gouvernement, mais peut-être qu'elle serait créée autrement si nous, on leur dit, écoutez, là, tout le monde a le droit d'avoir une augmentation au niveau du coût de la vie, au niveau des salaires. Et si on entendait ça, peut-être que ça serait intégré dans la politique, dans les programmes et dans le financement. Mais si on ne se crée pas ces espaces-là, puis qu'on reste juste dans l'espace de revendication qui est capital et important, ben on n'est peut-être pas en train de co-créer ensemble de meilleures politiques publiques pour reconnaître et financer notre financement, qui aurait un impact sur le genre de subvention qu'il y aurait dans notre communauté. Ceci dit, subvention, pratique, donc ça, c'est un outil que l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario a en ligne, 7 étapes pour soumettre une demande de subvention en 3 mois. Donc, il y en a qui disent, mais comment ça prend de temps? Puis ça, ce qui est intéressant, c'est que il y a les objectifs, déterminer l'admissibilité, comment le faire, 3 mois avant la date, certaines pistes, qu'est-ce qui doit être fait, préparation de la rédaction de la demande, prendre le temps qu'il faut pour la réviser, préparer l'envoi et faire les suivis. C'est une démarche structurée. On n'a pas réinventé le bouton de 4 trous, mais c'est que sur une page, on se rappelle vraiment la logique pour vraiment se donner la chance de recevoir un financement et aller voir l'outil en ligne sur le site de l'Assemblée de la francophonie parce qu'il est très performant. Ça a été créé en avril 2018, donc plusieurs d'entre vous ne l'ont peut-être pas encore vu. Des trucs, des astuces. Bon, ben là, il y en a plusieurs, vous allez me dire, ben là, elle est folle, on connaît déjà tout ça. Mais parfois, on connaît tellement qu'on oublie qu'il faut encore le faire. Donc, quand on fait une demande de financement, de lire les critères de sélection. Vérifier, déterminer si on est admissible. Il y en a qui vont dire, ah, ils ont déjà financé ce genre de programme-là, on soumet. Puis on investit du temps à écrire la demande pour après coup se faire dire par l'agent ou l'agente de dire non, cette année, c'était pas notre priorité. Si vous aviez lu le guide, vous auriez même pas soumis, perdu votre temps à soumettre. Donc, on prend pas le temps d'appeler, puis on prend pas le temps de vérifier parce que l'année précédente, ils finançaient ce genre de projet-là. Si on a des questions sur l'admissibilité parce qu'on trouve que l'information en ligne, c'est pas tout à fait clair, bien, il y a des courriels, il y a des numéros de téléphone, prenons le 5 minutes pour appeler. Tu sais, quand on fait ce 5 minutes-là pour appeler ou pour écrire, c'est qu'on est en train d'établir la relation avec ce bailleur de fonds-là potentiel. Lui ou elle va ouvrir peut-être une petite filière sur son ordinateur, va peut-être imprimer ton message, va peut-être dire, ah, cette personne-là, j'y ai parlé tel jour, elle pense soumettre une demande, elle a des questions, je dois lui répondre. On est en train de créer une relation vivante. N'oublions pas que quand on fait des demandes de subvention, que ce soit dans le public, dans le privé ou ailleurs, on travaille avec des humains. Puis les humains, on préfère se faire traiter comme humain et non pas comme machine. Et quand on parle à ces personnes-là puis qui documentent notre cas, on est en train d'établir une bonne relation. Et si on respecte
que cette personne-là nous dit pour se donner la meilleure chance de réussir. Écoute, soumets pas présentement, il va y avoir trop de demandes dans ta région, tu n'auras pas beaucoup de chance, mais si tu soumets dans 3 mois à la prochaine date, tu vas avoir beaucoup plus de chance. Focus un peu plus sur telle chose. C'est vraiment dans la priorité. Oui, ça rentre dans nos critères, mais il semble que vous avez oublié. Qu'on entende ce genre de commentaires-là constructifs pour nous aider à aller de l'avant. On tient compte des dates limites. Très souvent, on se réveille une semaine avant. On avait reçu le courriel quelques mois avant, mais une semaine avant, oups, on se met dans une semaine. Let's go, on pédale et on peut réussir comme on peut aussi se casser la gueule et c'est quand même un investissement de temps. Démontrer aussi dans notre approche, dans nos questions, dans ce que l'on écrit, qu'on respecte les conditions de l'appel d'offres ou de l'appel de projet. Les demandes se font de plus en plus en ligne. Donc, moi, je dis souvent aux gens, parce que les gens, des fois, le font directement sur la plateforme. Il existe encore des glitches technologiques. Donc, s'il vous plaît, écrivez votre demande, copiez-collez toutes les questions sur un document Word et à ce moment-là, vous amenez copier-coller dans leur plateforme en ligne. Et si jamais il arrive un glitch, mais vous n'avez pas à recommencer de la case départ. Et il faut aussi limiter le nombre de mots. C'est la seule façon que le gouvernement a réussi finalement à nous dire, pas juste les francophones, mais les anglophones aussi, de dire, écoute là, c'est pas 3 pages, c'est pas 3 chapitres, c'est pas 125 pages que je veux avoir quand tu m'expliques qu'est-ce que tu vas faire, puis qu'est-ce que tu demandes. Quand ils limitent le nombre de mots, c'est parce qu'ils veulent vraiment nous habituer à être concis, précis, juste. Et qu'en de quelques mots, quelques phrases, que les gens qui vont lire vont comprendre réellement ce qu'on demande et ce qu'on propose. Assurez-vous aussi, quel que soit l'envoi que vous faites, que par courriel, par la poste, que vous recevez un accusé-réception. Parce que très souvent, les gens vont déposer une demande, il est arrivé quelque chose, l'accusé-réception est peut-être rentré, mais il est dans vos spams, vous ne le savez pas. Puis, tu sais, quelque part, il faut vraiment être vigilant quand ça se passe de façon virtuelle ou même sur papier, de vraiment voir que notre dossier a été dûment reçu et de documenter la chose. Comment faire une bonne demande? Communiquer avec l'agent. Pas prendre pour acquis que tout ce qu'on lit en ligne, on l'a bien compris. Faites une présentation nette, donnez les renseignements dont ils demandent, dont ils ont besoin. Ça ne donne rien d'en rajouter plus. Rien ne nous empêche à la fin, si certains offrent la possibilité d'ajouter des documents additionnels, de les ajouter. Choisir attentivement nos exemples. Donc, si jamais, à un moment donné, on veut dire on va faire tel projet dans tel contexte, puis on explique ce projet-là ou la raison d'être d'agir dans ce sens-là en donnant un exemple, essayons de donner des exemples qui sont pertinents et qui répondent aux critères de l'organisation et non pas un exemple, même si on le fait, qui n'a rien à voir avec eux. Ça va aider leur compréhension. Même si on parle la même langue, des fois, on a l'impression que c'est du chinois ou c'est autre chose parce que on est habitué d'écrire pour que nous, on se comprenne et non pas pour que les gens qui lisent la demande la comprennent aussi aisément. N'ayez pas d'attente et surtout, ne dépensez jamais l'argent avant d'avoir reçu, non pas juste l'appel téléphonique qui confirme que vous avez eu du financement. Tout récemment, j'ai eu un appel téléphonique en tant que bénévole dans une organisation et j'ai même pas encore informé le CA que l'argent officieusement nous était donné. J'attends la lettre officielle. Parce que je me dis, si on est 12 personnes à être informées, moi, je peux me retenir puis pas l'afficher dans les médias sociaux. Mais peut-être que si on était 12 à le savoir, il y a quelqu'un qui pourrait s'échapper. Et on sait très bien qu'on ne peut pas afficher publiquement une réponse positive tant et si longtemps qu'on n'a pas eu la lettre officielle et le OK du ministère de l'annoncer publiquement. Donc, on ne le dépense pas, mais on ne l'annonce pas non plus tant qu'on ne l'a pas. La vérification finale avant de déposer, encore là, ça peut avoir l'air bêta, mais combien de personnes me disent ben oui, j'ai rempli le formulaire, je comprends pas, on n'a pas eu le financement, mais c'est vrai qu'il y a 2 questions, on n'a pas pu répondre, ça ne nous concernait pas. Là, je dis, voyons, il y a 2 questions, vous ne pouvez pas répondre, ça ne vous concernait pas. S'ils posent des questions, c'est que ça devrait concerner toutes les organisations qui soumettent un projet. À ce moment-là, si vous pensez que la question ne vous concerne pas, vous pouvez expliquer pourquoi. Dans votre contexte, cette question-là n'est pas appropriée, puis amener quand même un élément de réponse. Puis à ce moment, et c'est peut-être aussi la raison d'appeler l'agent ou l'agente pour vérifier. Peut-être qu'il y a eu une erreur dans la formulation. N'oublions pas aussi que les formulaires sont souvent écrits en anglais et après traduits en français. Des fois, il peut y avoir une nuance qui est difficile à saisir parce que la traduction, je pourrais dire, elle est so-so. Donc, là, on vérifie avec l'agent et l'agente, puis ils vont peut-être modifier le texte. Ça s'est déjà passé dans le passé.
Est-ce que notre plan de travail qui est intégré dans notre demande contient les renseignements concrets et précis qu'on leur propose? Et que ça soit en lien, hein? On dit qu'on va faire telle activité. Dans le tableau X, on nomme telle ressource. Puis d'un coup, dans le budget plus loin, l'argent et les ressources qu'on demande ne concordent pas à ce qu'on a mis dans le plan de travail. Et très souvent, les gens sont rejetés par manque de concordance, par manque de cohérence dans l'information que l'on soumet dans la même demande de subvention. Vous savez, je me suis assise aussi, pas juste avec des bailleurs de fonds, j'ai même offert des ateliers pendant quelques années avec la Fondation Trillium de l'Ontario. Moi, je portais mon chapeau de bénévole dans la communauté et d'experte en diversification financière et eux portaient leur chapeau de bailleurs de fonds et on donnait l'atelier ensemble. Et c'était super intéressant de voir nos perspectives particulière sur certaines problématiques, qu'est-ce qu'on comprend du projet, de la démarche, comment on se met un meilleur projet gagnant, puis tout ça. Puis on a même arrimé nos outils de formation ensemble. On était pas mal sur la même longueur d'onde, mais on voyait aussi où est-ce qu'il pouvait y avoir de la confusion, où est-ce que les gens pouvaient aussi manquer de bateau. J'ai fait aussi l'exercice avec des institutions financières comme les caisses populaires, puis certaines banques qui ont créé des fondations pour soutenir le développement. Puis là, c'est autant la Banque Royale, Alternat, Desjardins et tout, Banque nationale, qui ont des fondations et qui financent le développement communautaire. Puis eux autres me disaient, 6 grands critères. Puis c'est assez généralisé. On va regarder la qualité des promoteurs, des promotrices. Donc, l'organisation qui soumet le projet, est-ce que c'est une organisation crédible? Est-ce que les leaders au sein de cette organisation-là savent ce qu'ils font? Ils ont le profil qu'il faut pour bien la gérer, l'organisation? Est-ce que les risques liés à l'environnement au sein de notre secteur d'activité sont tenus en compte? De plus en plus de bailleurs de fonds se posent la question sur la gestion responsable de nos organisations, des projets. La crédibilité du projet, est-ce que ça répond réellement à un besoin dans la communauté? Est-ce qu'il y a une pertinence? Est-ce qu'il y a un marché? La capacité de respecter ses engagements. Ils vont vraiment regarder dans notre feuille de route si on a demandé d'autres argent dans d'autres secteurs d'activité, ça a été quoi les résultats de cet argent-là? Est-ce qu'on a pu faire ce qu'on a dit qu'on ferait avec l'argent qu'on recevrait? Est-ce qu'on est capable de respecter nos engagements? L'historique de l'organisation. Ils vont vraiment regarder encore là, quand on reçoit de l'argent, comment on la gère, oui, comment on la préserve, comment on conserve nos relations et encore là, au niveau du rendement. Puis ici, il y a des garanties. C'est sûr qu'une institution financière, bon, si c'est dans la logique de nous faire un don, une contribution, ils ne vont pas regarder les garanties. Mais s'ils nous donnent une marge de crédit, une hypothèque ou autre, ils vont regarder ce qu'ils peuvent mettre en garantie pour se protéger et diminuer leurs risques. C'est quand même intéressant de voir l'autre partie de la médaille dans une dynamique de gens qui pourraient financer nos projets. Pour vous doter d'une proposition gagnante, ben écoutez, il faut avoir une idée, il faut s'informer, il faut se documenter, il faut faire la demande. Et tout ça, vous le savez déjà, il faut que notre dossier soit solide, soit complet, dans un langage qui est compris par le bailleur de fonds. Et très souvent, je propose sincèrement aux gens qui écrivent un projet de le faire lire à quelqu'un d'à l'extérieur de l'association pour voir si cette personne-là le comprend, le projet, si c'est assez clair. Jamais supposer, à cause qu'on parle à un agent ou à une agente de la banque, de l'institution financière, de la Caisse populaire ou d'une fondation ou d'un programme du gouvernement, qu'à cause qu'on parle à l'agent et l'agente, que les gens qui vont évaluer notre demande nous connaissent l'organisation. Donc, faut faire très attention que c'est pas sur ce que l'on connaît, mais sur vraiment ce que l'on écrit dans nos documents. De plus en plus, les processus d'évaluation des demandes, ça va au mérite. On n'essaie pas d'évaluer sur ce qu'on entend et ce qu'on voit, mais plus qu'est-ce qui est proposé et sur le mérite de la proposition. Donc, s'il manque des choses parce qu'on dit « Ah, ils nous connaissent déjà », ben ça se peut très bien qu'on ne soit pas financé. Assurez-vous que vos références sont en mesure de répondre positivement sur le projet. Ça semble bêta. Il y en a qui font des demandes quelques fois par année, à chaque année. Puis même, ils vont indiquer les mêmes références. Ils les ont avisées une fois, ils les ont peut-être pas avisées les autres fois. Puis personnellement, ça m'est déjà arrivé. Puis là, présentement, je serais à risque parce que j'ai plus d'identifiant sur mon téléphone à la maison. J'ai reçu un appel parce que pendant quelques années, mon bureau était à la maison et j'avais l'identifiant qui disait « Fondation Trillium de l'Ontario m'appelle ». J'avais aucun projet avec eux à ce moment-là. Je me suis dit « Oups, ils m'appellent parce que quelqu'un a mis mon nom comme référence d'un projet ». J'ai pas répondu. J'ai attendu que la personne laisse un message et elle m'a dit Madame Côté, j'aimerais ça vous parler. Tel organisme a déposé une demande. Ils vous ont mis identifié comme référente. Et imaginez si j'avais répondu. Je sais que je suis une bonne patineuse, là, puis j'aurais pas coulé l'organisme parce que je le connais.
mais je ne savais même pas qu'ils m'avaient nommée comme référente dans la demande. Donc, j'aurais assez patiné, je pense, pour ne pas l'écouler. Mais en le faisant comme ça, j'ai au moins appelé l'organisme. J'ai dit, écoute, peux-tu m'envoyer le projet? Si tu veux, j'en parle positivement. Ou au moins le descriptif du projet. J'ai pas besoin de voir toute la demande. Puis là, je vais retourner l'appel à la Fondation Trillium. Mais si elle m'avait pris à froid sur mon cellulaire ou ailleurs, entre deux réunions, ben cet organisme-là aurait pu être à risque. On va aborder maintenant ce qu'on appelle, pas juste les subventions, mais qu'on sort des subventions, qui est la finance sociale. Dans la finance sociale, dans certains pays, surtout francophones, on appelle ça la finance solidaire. Ça fait partie des finances éthiques. Il y a une nouvelle façon plein de monde qui se questionne sur comment mobiliser de l'argent et comment prendre de cet argent-là pour investir dans des changements sociétaux, des changements civiques, des changements dans les communautés. Puis dans ces changements-là dans la communauté, c'est souvent porté par des organisations communautaires comme les nôtres qui font plein de choses dans nos communautés. Donc, eux autres, par exemple, quand ils créent des mécanismes de financement, ils se questionnent sur le mécanisme, sur les conditions, sur l'accessibilité à cet argent-là et tout ça dans une logique de parler aussi avec les organisations auprès de qui ils ont goût de financer. Donc, souvent, ces approches de mobilisation et de gestion de cet argent-là vont répondre à différents objectifs. Ça peut être socio-économique, culturel, artistique, en éducation, en santé, plus pour les jeunes, plus pour les femmes, plus pour ci, plus pour ça. Chaque finance sociale, chaque mécanisme de finance sociale s'associe à une ou plusieurs causes. Et souvent, ils vont créer leur fonds, eux, pour investir dans des projets, avec un peu d'argent du gouvernement, avec de l'argent qui vient des entreprises privées, puis même de l'argent qui peut venir de certaines institutions, entre autres. On voit des mécanismes de finances sociales où est-ce que de l'argent qui sont placés dans des grands fonds de pension, une partie de cet argent-là peut être mis dans un fonds de finances sociales pour être réinvesti dans la communauté. Pas le fonds comme tel pour que les gens soient à risque de perdre leur pension, leur fonds de pension, mais les intérêts, une partie des intérêts qui peuvent être générés à être réinvestis. Donc, dans le fond, ces entités-là, ils mettent l'argent au service soit de la personne ou de l'organisation. Puis, eux autres, ils veulent pas chercher une rentabilité économique à tout prix, là. Ils sont pas là en train de prouver qu'en plaçant leur argent dans telle organisation, ça va rapporter, en plaçant 50 000 $, ça va rapporter 100 000 $. Ils sont pas dans une logique commerciale, capitaliste, néolibéraliste, de faire du cash. Ils sont dans une logique de dire, on a pensé créer des mécanismes de finances sociales parce qu'on veut changer le monde à notre façon, à notre échelle. Puis, on veut vraiment voir les retombées sociales de cet argent-là investi. Donc, on cherche un impact, oui, parfois économique, mais social, culturel et environnemental. Ça se passe partout dans le monde. Il y a une variété de pratiques. C'est très novateur d'un pays à l'autre. Et chaque pays aussi s'influence parce que je regarde les fonds de microcrédit qu'on a au Canada aujourd'hui. Ça vient des cercles d'emprunt en Amérique latine. Ça vient même des tontines en Afrique, cette logique-là d'avoir un fonds commun pour après ça investir dans certains projets puis les gens remboursent. Donc, il y a vraiment des pratiques en finance sociale qui viennent d'un peu partout, qui nous inspirent d'un peu partout. Puis dans chaque contexte, les gens les adaptent à leur réalité, à la culture, à la langue, à quels sont les besoins de financement. Ça, c'est un schéma qui vient du Québec. C'est une cartographie de la finance sociale et solidaire. On mentionne qui en fait partie. Il peut y avoir des institutions financières, il peut y avoir des mécènes, les anges qui vont investir dans les projets, il peut y avoir des fondations, il peut y avoir des fonds d'investissement, il peut y avoir des investisseurs comme des caisses de retraite, des fonds institutionnels. C'est réel, là. C'est pas un schéma qui a été dessiné encore là sur le bout d'une table. Ça se passe réellement comme ça dans la cartographie finance sociale et solidaire au Québec. Ça a été réalisé par Margie Mandel et Nogales. Puis, après avoir identifié qui se mobilise pour mettre de l'argent en commun pour soutenir des projets dans la communauté, ils ont dit, ça va financer quoi? Puis quels sont les mécanismes? Il va y avoir du capital de risque, il va y avoir du microcrédit, il va y avoir des prêts à moyen et long terme, il va y avoir un jumelage avec des fonds gouvernementaux, il va y avoir des obligations sociales, il va y avoir du capital patient. Donc, on voit là que les gens vont chercher de l'argent, ils mobilisent plein de monde qui ont la capacité d'aller chercher de l'argent. Ils vont investir de différentes façons. Puis à la fin de la journée, cet argent-là peut être mis à des individus, à des communautés, à des petites et moyennes entreprises qui s'investissent dans le développement local et à des entreprises sociales et solidaires, dont plusieurs d'entre elles sont des organisations communautaires. Donc moi, j'ai essayé de voir en Ontario qui est là,
qui finance, qui investit dans le milieu associatif, dans les entreprises d'économie sociale, dans les organismes communautaires, dans nos coopératives. Et j'avais trouvé 164 sources de financement il y a quelques années. Bien, écoutez, dans ce schéma-là, c'est sûr que beaucoup connaissent la Fondation franco-ontarienne, Patrimoine canadien, les différentes municipalités, quoi d'autre qu'on pourrait connaître là-dedans? Entreprise sociale Ontario qui est gérée par le Conseil de la coopération de l'Ontario. Fondation franco-ontarienne, il y a 2 logos parce qu'un, c'est leur fonds de microcrédit que vous savez peut-être pas qu'ils ont et leur fonds jeunesse. Mais regardez tous les autres logos. Est-ce que vous saviez que toutes ces entités-là ont des fonds financés par une variété de ressources pour soutenir des projets communautaires? Parfois, c'est des dons, parfois, c'est des contributions, parfois, c'est du crédit. C'est pas tout le monde là-dedans n'offre pas la même chose. Parfois, c'est des subventions aussi. Donc, ça vaut la peine de les explorer parce qu'il y a vraiment plus d'une ressource qui pourrait soutenir le développement de notre communauté. Je l'ai refait en juin 2018 en trouvant le financement. C'est toutes les sections vertes à la droite de votre écran et même ceux qui offrent des services en français. Et après ça, tous les services d'accompagnement parce que c'est pas juste l'argent des fois qui nous mène, qui peut nous aider à réaliser nos projets. C'est souvent de l'accompagnement pointu pour le développement, la croissance, la gestion de nos organismes communautaires. Et j'ai essayé de voir qui faisait quoi. Et j'ai fait valider ça par les différentes entités. Donc, on se rend compte qu'il y en a quand même beaucoup de sources, puis c'est encore incomplet. J'essaie de trouver la technologie pour faire un mapping efficace, puis que tout le monde qui connaît d'autres sources pourrait aussi en rajouter. Mais c'est au moins un écosystème d'Ottawa. Puis après ça, il y a présentement des gens qui travaillent sur un écosystème de l'Ontario et la ressource sera rendue disponible prochainement en ligne. Une autre pratique, le microcrédit. J'en ai parlé un peu, mais il y en a vraiment quelques-uns en Ontario. C'est vraiment d'accroître l'accès au crédit. On promouvoit l'entrepreneuriat, mais comme je le disais, les entreprises d'économie sociale ou les entreprises sociales, c'est aussi les organismes communautaires qui vendent des services et des produits sur le marché. Donc, si vous êtes un organisme communautaire qui en vend des services et des produits sur le marché, vous auriez accès à du microcrédit. Souvent, ils donnent de l'accompagnement parce que c'est pas tous les organismes qui ont pas la couenne assez dure, mais qui ont le goût assez du risque pour dire on est capable d'emprunter de l'argent, ça nous amène des capitaux qu'on a besoin, puis on va se donner des stratégies pour être capable de le repayer à temps. Donc, ils vont donner de l'accompagnement, de la formation, ils vont faire des suivis sur notre dossier pour voir vraiment qu'on ne soit pas à risque, puis qu'on repaie, parce que l'argent, quand elle est repayée, elle peut aider à financer d'autres projets dans la communauté. Donc, souvent, le microcrédit, c'est le pont entre les projets qu'on a le goût de réaliser puis les gens qui portent ces projets-là. C'est quand même assez révélateur le taux de remboursement de ce genre de prêt-là. C'est entre 90 et 95 % de l'argent qui est prêté via le microcrédit au Québec et au Canada, puis qui est remboursé. Et le taux de survie des organisations qui sont accompagnées dépasse 65 % après 5 ans, alors que la moyenne, si on se comparait avec l'entreprise privée, ça serait 33 %. Donc, quand on est dans une gestion collective au sein de nos organisations, qu'on gère bien, qu'on fait de bonnes choses, qu'on est capable de se donner un modèle de développement qui tient la route, puis qu'on va chercher un petit crédit de plus parce que bon, la subvention n'est pas disponible, puis on a un projet très clair, puis qu'on est bien accompagné, ben eux aussi voient à notre capacité de rembourser le prêt, puis avec cet accompagnement-là, cet argent-là, on voit le taux de succès. Comparativement qu'environ 87 % de tous les gens d'affaires canadiens qui ont lancé leur entreprise, on se rend compte qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait avec 5 000 $ pour encore là générer beaucoup plus d'argent avec leur projet. Ceci dit, j'ai marqué à droite des fonds de crédit communautaire. Il y a le fonds d'emprunt communautaire. Il y en a quelques-uns en Ontario. Il y a Entreprise sociale Ontario qui est gérée par le Conseil de la coopération de l'Ontario. Et la Fondation franco-ontarienne avec son fonds de microcrédit. Il y a ONCAP qui gère un fonds de microcrédit bilingue. Il y a le fonds du groupe Convex pour l'ensemble de la province. Et là, j'ai mis 3 petits points parce qu'il y a aussi le fonds de la Passerelle Idée qui gère aussi un fonds pour faire des dons et des contributions. Là, c'est plus des gens qui veulent entreprendre, mais les autres, c'est dans une logique collective. Donc, on va sauter maintenant dans les obligations communautaires, qui est une autre stratégie, comme je le disais tout à l'heure, pour aller chercher de l'argent dans notre communauté, mais auprès de gens qui ne vont pas nécessairement donner, mais qui vont investir dans nos projets. Donc, une obligation communautaire,
Alors, l'émission d'obligations communautaires constitue réellement une réponse aux besoins des organisations si on veut diversifier nos sources de financement, puis aussi mobiliser notre communauté. Le principal atout de nos organisations, c'est vraiment notre communauté, donc notre capital humain, notre capital social. Puis comment on peut transformer ce capital-là en capital financier? C'est si on les invite, au-delà du don, de la contribution, de la commandite, à dire « venez investir chez nous ». Il y a un document français un document qui avait été écrit en anglais par le Center for Social Innovation sur les obligations communautaires, une innovation en finances sociales, qui a été traduit en français, le Guide des Verts, comme ça. Et on peut le trouver sur un des sites du CSI à Toronto. Mais il y a déjà un autre guide aussi qui est disponible gratuitement en ligne. C'est Obligations communautaires à l'organisation TIESS, Territoire innovant en économie sociale et solidaire. C'est au Québec, mais ils offrent vraiment un renforcement de connaissances et de savoir pour l'ensemble de la francophonie. Il y a beaucoup de ressources là qui sont déjà partagées un peu partout au Canada et ailleurs dans le monde. Excellent guide, très simple, avec une présentation sur toutes les facettes des obligations communautaires. Donc, une obligation communautaire ou les obligations communautaires transforment nos supporters en investisseurs. L'obligation communautaire est un prêt portant intérêt, accessible à des investisseurs non accrédités et qui ne peut être émis que par un organisme à but non lucratif. Qui savait qu'on pouvait émettre des obligations communautaires? L'organisme qui l'a découvert, c'est parce qu'ils avaient la possibilité, l'opportunité d'acheter un bâtiment de 6 millions de dollars à Toronto. Et comme bien des organisations communautaires, à part les chaises, les bureaux, les pupitres et les ordinateurs, il n'y avait pas nécessairement beaucoup d'actifs. Comment tu peux oser penser que tu vas acheter un bâtiment de 6 millions de dollars et que tu as à peu près 6 mois pour mobiliser les fonds? Pourtant, c'est une organisation qui avait un réseau très large. Ils louaient déjà eux autres avaient loué 2 étages dans un bâtiment, puis ils sous-louaient dans un coworking, un espace de travail partagé, des bureaux. Puis il y avait une liste d'attente. Il y a plein de monde qui avait le goût d'aller travailler là, dans cet espace-là, parce que c'est très novateur, très créatif, c'est très dynamique. Et avec tout ce beau monde-là, et les connaissances de tout ce monde-là, et les amis des amis, et les amis des amis, ils ont réussi rapidement à mobiliser l'argent qu'il fallait. Mais il a fallu qu'ils travaillent sur un texte, un genre de prospectus, comme dans le privé, ils feraient s'ils veulent émettre des actions, pour expliquer c'est quoi une obligation communautaire, comment on peut se les procurer, quelle est la valeur, quel va être votre retour sur l'investissement. Si moi j'investis 3 000 $, ça va être quoi la logique d'être capable de me rembourser à partir de quand, avec tel taux d'intérêt? Tout est défini. Eux autres, quand ils l'ont fait, ils ont fallu en Ontario qu'ils écrivent tout. Il y a même plusieurs avocats qui ont travaillé avec soit un petit cachet ou même plusieurs pro bono pour aider à développer cette connaissance-là et cette pratique-là en Ontario français. Donc, qui peut émettre une obligation communautaire? Les organismes à but non lucratif et de bienfaisance en Ontario ou un peu partout au Canada. C'est quoi? C'est un prêt portant un intérêt qui peut être émis par un organisme à but non lucratif, mais qui doit être remboursé éventuellement à l'investisseur. Comment il va être remboursé? C'est ça qu'on va écrire dans notre document, qu'on va signer de part et d'autre. L'organisation qui va accueillir les fonds et les gens qui vont nous prêter de l'argent. Et pour qui? C'est les investisseurs non accrédités. Donc, c'est pas des brokers, c'est n'importe qui aurait le goût d'investir de l'argent dans un projet communautaire qui lui plaît. Comme exemple, la Maison de la francophonie dans l'ouest de la ville, si on a besoin de 1 million de dollars, puis qu'on sait la bâtisse nous appartient, on pourrait émettre des obligations communautaires pour 1 million de dollars, puis aller chercher peut-être des gens qui se disent, ben oui, un jour, cette bâtisse-là va tenir debout tout seul, puis ils vont avoir assez d'argent parce qu'ils vont louer des espaces et tout ça, puis ils vont avoir un modèle d'affaires qu'on va prouver dans le document avec des scénarios financiers, ou est-ce que peut-être dans 2 ans ou dans 3 ans, on va pouvoir commencer à rembourser ou payer les intérêts sur les obligations, puis être capable de racheter certaines obligations. Habituellement, les obligations sont offertes à un coût abordable pour la communauté, puis permettent d'augmenter notre impact social dans la communauté. C'est une autre façon d'engager la communauté aussi. Tu sais, on l'engage parce qu'on fait une activité puis on veut les avoir dans la salle. On les engage parce qu'on veut qu'ils deviennent membres. On les engage parce qu'on aimerait bien qu'ils siègent sur notre conseil d'administration. Mais on pourrait-tu engager des personnes dans notre communauté qui n'ont peut-être pas le temps de donner du temps, mais qui ont peut-être de l'argent à investir dans nos projets? Puis si on les approche toujours dans la logique de donner, on sait très bien qu'ils vont peut-être donner 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, mais à un moment donné, comme donateur ou donatrice, mes besoins
de redonner à la communauté risque de changer quand mes enfants vont grandir, quand je vais tomber malade, quand je tombe malade, je vais peut-être plus vouloir faire mon don à une cause en santé au lieu d'une cause sociale communautaire. Quand mes enfants vont grandir, je vais peut-être plus vouloir donner à l'équipe de sport au lieu de donner à un organisme communautaire. Si mes enfants adorent les arts et la culture, je vais peut-être investir dans la nouvelle scène qui va être le lieu où est-ce qu'ils vont peut-être aller faire leur spectacle. Donc, les besoins des donateurs, quand on va chercher les gens juste sur le don, ben, on va pas les avoir 150 ans avec nous à nous faire des dons, là. 150 ans, ils survivraient pas, mais disons 20 ans avec nous. Ils vont le faire le temps que la cause leur parle, puis éventuellement, ils vont s'associer à d'autres causes. Parce que l'obligation communautaire, ils pourraient dire, OK, je vais investir 5 000 $ dans le Maison de la francophonie ou dans la nouvelle scène ou dans le centre de la Place des Arts. Et le document me confirme qu'on va signer de part et d'autre le modèle d'affaires pour bien gérer ce centre-là et avec les scénarios financiers, quel va être mon retour sur mon investissement? Est-ce qu'ils vont me payer 2 % d'intérêt sur l'argent que je vais avoir prêté jusqu'à concurrence dans 5 ans de commencer à me rembourser l'obligation communautaire? C'est comme d'avoir un scénario qui tient la route, qui est bon pour l'organisme, qui est bon pour la personne. Et honnêtement, cet organisme-là, le Center for Social Innovation, a vraiment réussi à mobiliser 227 personnes et organisations dans leur réseau et en de moins de 6 mois à investir plus de 4,3 millions de dollars en obligations communautaires pour acheter la bâtisse sur Spadina. Une vraie bâtisse. Une vraie bâtisse, là. Une bâtisse que la journée qu'elle a été achetée, le lendemain, elle valait déjà plus cher. C'est ça, Toronto. Ils ont aussi, 2 années plus tard, 2-3 années plus tard, levé 2 millions de dollars en obligations pour acheter l'annexe à Toronto. Ils ont aussi utilisé la même mécanique aux États-Unis pour une bâtisse à New York, mais c'était beaucoup plus des groupes américains communautaires qui portaient le dossier. Ceci dit, vous voyez, il avait émis 3 types d'obligations communautaires pour le 4,3 millions, une série C, une série D, une série 3. Soit de 3 % à 4,5 % d'intérêt, de retour sur l'investissement, puis les montants. Tu avais 3 % si tu donnais 1 000 $, tu investissais 1 000 $, tu avais 4 % si tu investissais 10 000 $, et de 55 000 et plus, puis 1 000 $ et plus pour les membres, ben là, eux autres pouvaient avoir la série C, D avec 4,5 retours. Donc, les membres avaient un traitement privilégié s'ils investissaient dans leur propre projet communautaire. Savez-vous qu'est-ce qu'ils ont aussi découvert? Ils se sont rendus compte que s'ils vont acheter une bâtisse qui en vaut presque 7 millions de dollars parce qu'il faut payer la balance puis la rénover, cette bâtisse-là, avant d'aménager, il manque encore un peu d'argent. Donc, ils se sont associés à une caisse populaire qui est Alterna, qui a amené une hypothèque. Puis Alterna aurait pu dire, OK, la bâtisse en soi me donne la garantie qu'il faut, mais ils se sont rendus compte que les municipalités ont la capacité d'endosser, de garantir des prêts octroyés par les organisations communautaires. Donc, eux autres, ce qu'ils ont essayé de faire, puis ils ont réussi, c'est qu'ils ont approché la Ville de Toronto et c'est la Ville de Toronto qui a amené la garantie qu'il faut pour garantir le prêt, l'hypothèque, et Alterna embarqué dans ce projet-là en sachant que le projet était bien ficelé, mobilisait des gens de partenaires que souvent on ne mobilise pas, la municipalité, des gens de leur réseau, qui, oui, ils sont avec nous, ils utilisent nos locaux, participent à nos activités, mais tout d'un coup, ils deviennent des investisseurs. Et là, ben, ils appartiennent à un espace au lieu de toujours louer un espace à gros prix et ils le louent à un prix juste. Donc, le livre est disponible en ligne. Les obligations communautaires, c'est un potentiel à peine exploré. Elles fonctionnent bien, représentent un risque peu élevé pour les investisseurs et qu'on peut prévoir le revenu qui servira à rembourser la dette. Donc, il nous faut vraiment des scénarios financiers qui tiennent la route, un petit plan d'affaires. Mais vraiment, les obligations communautaires, présentement, je regarde plus au Québec parce qu'il y a moins de monde en Ontario qui l'utilise. Puis combien de projets où est-ce que les gens ont, la communauté religieuse a transféré une église, les gens ont émis des obligations communautaires pour rénover l'église, ils en ont fait un méga hub communautaire, une nouvelle librairie, une nouvelle bibliothèque, la maison de l'innovation au Québec. Tout ça, ça a été avec un mélange de stratégies de diversification financière incluant l'émission des obligations communautaires. L'autre stratégie, c'est vraiment le sociofinancement. Bon, nous, chers francophones, les anglophones sont tellement plus stratégiques que nous autres. Hein? Eux autres, quand quelque chose se crée, ben, ils appellent ça, ils prennent un mot, puis ils appellent
toute la stratégie avec un mot. En anglais, c'est le crowdfunding. Déjà aujourd'hui, en francophonie, il y en a qui appellent ça du financement participatif, du financement collaboratif, de la collecte de fonds virtuels, du mécénat 2.0, une mine d'or du web ou le sociofinancement. Imaginez, dans la tête de tout le monde, ces mots-là, ça serait des synonymes. Donc, en utilisant un mot versus un autre mot, on crée plus de confusion. Mais les deux plus communs, c'est sociofinancement et financement participatif. Qu'est-ce que c'est? Bien, imaginez, en 2003, la première plateforme de socio-financement voyait le jour pour appuyer des artistes aux États-Unis. Si je me rappelle bien, c'était à Chicago. C'était des artistes de jazz pour de la musique qui voulaient produire un disque. Puis ils ont décidé d'écrire à leurs amis en ligne pour avoir accès à de l'argent pour produire leur propre CD. Bon, ben regardez, plus tard, ces stratégies-là de croire qu'en ligne, on pouvait aller chercher bien de l'argent, du monde qui nous connaît, mais du monde qui ne nous connaît pas du tout, ça a été prouvé. Et maintenant, 11 ans plus tard, il y a plus de 1250 plateformes. Ça mobilise 12,5 milliards de dollars qui sont réinvestis majoritairement en appui au développement des affaires, à l'entrepreneuriat, aux arts, à la culture et aux causes sociales. Donc, nous, on rentre un peu dans tout, là, art, culture, cause sociale, parce qu'on a différents secteurs d'activité dans notre communauté. Radio-Canada a aussi documenté sociofinancement, ça c'était en 2013. Sociofinancement, c'est 500 nouveaux projets par jour. Donc, nous, quand on arrive avec notre projet sur la toile, on est un de ces 500 projets-là. Mais le lendemain, il y en a 500 autres, puis l'autre, sur le lendemain, il y en a 500 autres. Notre projet, il doit vraiment être bon, doit se distinguer et on doit avoir les meilleures stratégies pour lui donner la chance de mobiliser des fonds. Mais c'est quand même un marché mondial impressionnant et ça crée 270 000 nouveaux emplois dans le monde d'ici la fin de l'année en 2013. Il y a Crowdfunding Canada, qui est un site bilingue en ligne qui documente des statistiques. Si jamais vous allez voir, ils font des études sur qui gère des plateformes, est-ce qu'elles sont bien gérées pour vous aider à choisir la meilleure plateforme. Je vous ai dit que c'était en 2003. La première tentative de mobiliser des fonds, mais c'est vrai que c'était la première tentative en ligne. Pas via Facebook, pas via ci, pas via ça, mais plus quelqu'un qui écrit à tout son réseau avec un petit courriel, puis que tout d'un coup, il y a le monde qui dit oui, je vais t'acheter, je vais te donner 15 $ ou 20 $, puis ça va vous aider à créer. Mais on se rend compte que ça vient peut-être d'ailleurs. Est-ce que la Statue de la Liberté a été financée par du crowdfunding? Oui. Donc, imaginez, on remonte bien loin. Hein? C'est dès la fin des années 1875, les fonds rassemblés se montaient déjà à 400 000 francs. Puis c'est 100 000 souscripteurs qui avaient mis la main à la pâte. Donc, on pense souvent, c'est un pays qui a fait un cadeau, mais c'est aussi du monde de ce pays-là qui ont mis la main à la pâte et qui ont payé de leur poche pour que ce projet-là se réalise. Mais c'était peut-être la racine du crowdfunding qui prenait forme tranquillement, de croire que un groupe d'individus, dans ce cas-ci, c'est un très grand groupe, peut investir dans un projet associé à la paix, associé à la justice sociale, parce que c'est un peu ça que la Statue de la Liberté, ce qu'elle représente. Donc, l'objectif du sociofinancement, quand je vous disais, c'est 500 projets par jour, puis là, c'est même un peu plus si on regarde de façon planétaire. Donc, notre projet doit se distinguer. Donc, si on reste dans le même aquarium avec toutes les centaines ou les milliers de projets qui sont présentés sur toutes les plateformes, les milliers de plateformes, ben, on risque de carrément passer inaperçu. Puis, la seule façon quand on met notre bon projet en ligne dans une stratégie de sociofinancement et pour se distinguer, c'est quand on va le mettre, on va être organisé de façon virale pour qu'il y ait plein de monde autour de nous qui le partagent pour que rapidement, beaucoup de monde voit plus notre projet que bien d'autres projets pour que devenir attractif, puis que les gens choisissent, même s'ils ne nous connaissent pas, d'investir, de nous faire un don pour notre projet. Donc, le sociofinancement, combien de fois il y a du monde qui ne savait tellement pas ce que c'était, il me disait on a un déficit de 25 000 $ cette année, on peut faire une campagne de sociofinancement? C'est la même chose que les subventions. Il n'y a personne qui paye pour des déficits. Donc, essayez pas d'attirer quelqu'un à vous donner de l'argent pour payer de l'argent que vous n'avez pas, une dette que vous avez contractée. Donc, le sociofinancement, c'est vraiment pas une bouteille à la mer pour répondre à tous vos problèmes. C'est possible grâce au web, grâce aux réseaux sociaux. Donc, si on n'est vraiment pas sur l'Internet, puis qu'on n'a personne dans nos réseaux qui s'y connaît, qui sont branchés sur toutes les plateformes, Twitter, Facebook, Instagram, tout ça, qui peuvent vraiment naviguer et se servir de ces outils-là pour promouvoir la campagne, mais c'est peut-être pas une stratégie pour vous.
Mais vous n'avez pas besoin d'être tout le monde du CA ou tout le monde dans l'équipe de travail qui s'y connaît. Des fois, il faut juste une personne ou deux personnes qui ont des compétences, qui disent, nous, on va le porter, le projet. Puis les autres, ben, si tu as une page Facebook, ben, quand tu vas l'avoir affichée, relais. Regardons la campagne La Résistance en Ontario français qui dure et qui va durer pendant un bout de temps parce que c'est l'histoire de notre vie. Hein? On est en résistance et en manifestation depuis toujours. Ben, avec la toile. Avant, c'était des téléphones, c'était des fax et tout ça. Avec la toile, on peut relayer de l'information. Et quand nous, on pouvait rejoindre 50 personnes, ben à 1000 personnes, on en rejoint 100 000 personnes sur la toile. Puis là, on devient vraiment une influence. Et donc, imaginez au niveau du sociofinancement, si on se sert de nos réseaux pour faire connaître notre projet, puis les projets des autres, bien, c'est aussi l'ensemble de ce réseau-là qui devient porteur du projet, puis qui peut convaincre du monde à financer le projet. Donc, c'est vraiment, il faut savoir comment utiliser le web et les réseaux sociaux. L'investissement, il faut être convaincu que l'investissement, l'argent va venir de n'importe où. Donc, partout, c'est partout. Ça peut être des gens qui nous connaissent, des gens qui ne nous connaissent pas, mais qui s'associent à la cause. Mais il faut choisir des plateformes qui nous rejoignent. Il y a plein de plateformes, dans les milliers de plateformes en ligne, il y en a qui vont peut-être être plus porteurs du genre de projet qui est en lien avec nous, qui nous ressemble au niveau des valeurs ou qui nous ressemble dans leur approche. Donc, il faut magasiner la bonne plateforme pour avoir la meilleure vitrine pour notre projet. Donc, vous voyez, en 2015, financement participatif au Canada, 8 677 projets. Taux de succès, 20 c'est pas beaucoup. Puis dans le 20 c'est parce qu'il était organisé. Vous voyez aussi les chiffres, hein, on parle de milliards de dollars ici et là sur les différents continents. Donc, c'est vraiment une façon de mobiliser d'autres genres d'argent qui est vraiment là. Puis il y en a vraiment qui réussissent à le faire parce qu'ils suivent certains types. Donc, d'abord, il faut comprendre quel genre de plateforme qu'il y a en ligne. Il y a des plateformes carrément de dons. On va mettre notre plateforme en ligne, notre projet en ligne, on parle de nous, on met une photo, on peut mettre une petite vidéo. Plus c'est dynamique, plus c'est crédible, plus c'est court, plus c'est précis, plus c'est sharp, comme diraient les gens. Ben, quelque part, ces plateformes-là, si les gens sont convaincus dans le projet, ils nous font un don. Il n'y a pas un retour sur ce don-là, c'est pas un investissement, on n'est pas en train de penser d'avoir à rembourser, c'est vraiment un don. J'ai juste donné quelques exemples de plateformes pour que vous puissiez aller les voir et voir si c'est vraiment cette forme-là. Il y en a d'autres, les gens peuvent nous faire un don, mais en contrepartie, on va leur donner une récompense ou un cadeau, donc un échange quelconque. Donc, exemple, Kickstarter, KissKissBankBang et d'autres. Si vous nous donnez 25 $, on va vous allez recevoir notre infolette, puis une lettre de nos membres, des choses comme ça. Si vous nous donnez 50 $, on va vous donner un petit cadeau produit par les membres de notre organisation. Si vous donnez 100 $, on va vous donner une copie du CD ou accès à des chansons en ligne de notre artiste préféré. Donc, en retour du don, on redonne une valeur aux personnes qui contribuent à nos projets. Donc, c'est là qu'on parle de contrepartie. Il y a des plateformes maintenant qui vont permettre le prêt. L'Ontario n'est pas encore prête pour ce genre de plateforme-là. Ils sont en train de voir comment ils vont la réglementer. Mais au Québec, puis il peut y avoir un projet n'importe où au Canada qui va se mettre sur la plateforme. Ça s'appelle Zoom. On peut présenter nos projets porteurs et demander un prêt. Et les plateformes accueillent des prêts pour financer différents projets. Puis je vous ai aussi mis certaines plateformes là, en ligne qui font la même chose. C'est souvent encore là, ça peut être de l'argent pour lever. Puis l'entrée à capital, c'est de l'équité comme telle, financement de projet en échange de prise de participation dans le capital de l'entreprise ou de l'organisation. Donc, exemple, des obligations communautaires, mais qui s'émettraient non pas dans des rencontres d'information qu'on organise dans notre communauté, mais par une plateforme en ligne. Puis là, encore là, vous avez certains logos que vous pouvez aller explorer en ligne. Donc, vraiment, en Ontario, présentement, on peut, via différentes plateformes, utiliser le don et le don contre la contrepartie avec une récompense. Puis, on a des plateformes ontariennes qui le font.
Moi, j'ai investi bien de l'argent et bien du temps. J'avais créé une plateforme franco-ontarienne. Mécénès, ça a été créé dans cette logique-là. Et tout dernièrement, on l'a fermé. Ça a quand même levé plus de 65 000 $ pour différents projets, mais la communauté, on n'était pas là. On voulait vraiment, nous autres, créer un outil, puis ensemble, on aurait pu s'en servir. Mais il y a tellement de plateformes en ligne, donc on a préféré faire de l'accompagnement pour aider les gens à développer leurs projets. Donc, le socio-financement, c'est un complément et non pas un remplacement aux autres sources de financement traditionnelles. Crowdfunding, bon, vous voyez le mot, décortiquez-le, c'est full et fond. Full fond. Ce serait pas ben hot d'appeler ça du full fond en français, mais c'est vraiment ça. On mobilise une foule de gens qui vont croire dans notre projet puis qui vont nous faire une contribution, un don ou un prêt. Donc, la logique, c'est que nous, quand on va lancer notre campagne, il faut d'abord que nous, exemple, si on travaille dans une organisation, toute personne de l'organisation, les bénévoles, les employés, la famille de ce monde-là et les amis sont informés qu'à tel jour, on va lancer la campagne. Il faut qu'en dedans de peu de temps, il y ait déjà des dons qui ont été mis en ligne parce qu'il y a l'effet attractif, un peu l'effet viral. Les gens vont avoir le goût d'investir ou de donner à des projets qui semblent gagnants. Puis si on peut rapidement avoir de l'argent sur notre projet, bien, on fait tout le démarchage avant. C'est exactement comme les campagnes majeures. Quand il y a un téléthon, là, c'est 6 mois avant qu'on approche plein de monde qui vont nous donner de l'argent. Puis quand on lance le téléthon, même pas une heure après, on dit « Ah, on a déjà 200 000 $ de reçus. » Bien, le 200 000 est déjà confirmé avant que le téléthon commence. Donc, c'est un peu le travail en amont qu'on doit faire avant de lancer notre campagne. Puis après ça, bien, c'est l'effet, hein? On lance une roche, on a le premier rayon, le deuxième rayon. Si nos amis aiment notre projet, puis on les invite à le relayer à leurs amis, puis que là, peut-être qu'ils vont financer, puis que là, ils cliquent à la bonne place sur le site pour dire « J'ai fait un don à tel projet », puis ça apparaît sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn. Bien là, il y a l'effet d'entraînement. Ça sera les connaissances de ces amis-là, les collègues de ces amis-là, puis là, ça va s'élargir. Et c'est pour ça que des fois, il y a des gens qui sont super surpris. Ils font un projet en Ontario français, il y a de l'argent qui vient de la Chine. Ben là, comment ça se fait que l'argent vient de la Chine? Ben, c'est des plateformes pour des transactions financières protégées. Et oui, l'argent peut venir de partout. Parce qu'on ne sait jamais, ça peut être un couple mix ici, franco et chinois, qui, à un moment donné, le membre du couple qui est chinois décide de relayer dans son réseau, dans sa famille, puis avec toute la traduction simultanée sur les pages Facebook, tout ça, ben, ça se traduit en chinois, puis la personne elle le reçoit, puis elle dit « Ah, ben lui, je l'aime bien, cette personne-là, s'il croit dans le projet, ben, peut-être que je pourrais mettre 25 $. » Puis tout d'un coup, on se rend compte que il y a plein de monde qui appuie notre projet, même s'ils ne nous connaissaient pas. Et sur cette page-là, à part Kickstarter, KissKissBangBang, Indiegogo, puis Pledge Music, Ulule et Chloé de la Ruche, Fundo, Yo-Yo Molo, Haricot, ce sont des plateformes de sociofinancement en français au Canada. Donc, vous pouvez aller les voir, puis aller voir quel genre de projet, puis comment les projets se formalisent. Prennent forme. Donc, 5 étapes de développement pour une campagne de sociofinancement. Si vous vous y connaissez, tant mieux, ça sera un rafraîchissement. Si vous vous initiez, j'ai essayé d'aller de façon le plus concise possible. Donc, la première, définir un objectif financier réaliste. Vous lancez votre projet en ligne, vous voulez avoir 100 000 $ ou vous voulez aller chercher 5 000 $. Donc, imaginez, là, c'est peut-être vos premières armes, c'est peut-être plus 5 000 $. Il faut que ça soit en réaliste avec la réalisation du projet. Puis, quand vous l'aurez vécu au moins une fois, puis que vous allez apprendre en le faisant, peut-être que la prochaine campagne sera 10 000, peut-être qu'elle sera 50 000, peut-être qu'elle sera 100 000. Donc, avoir un objectif financier. Clarifier et déterminer la durée de la collecte de fonds. Il faut être très précis. Il faut qu'il y ait un début et une fin, puis ça ne s'étire pas sur une année. Donc, encore là, dans quelques minutes, je vais vous donner le nombre d'heures et de jours exacts en tenant compte d'une variété de projets qui ont été faits en ligne puis les projets qui ont été réussis. Mais il faut déterminer la durée de la collecte de fonds. Choisir le modèle de financement le plus adapté. Est-ce qu'on propose un don puis en retour, on va donner une récompense? Si on n'a rien à offrir en retour, ben, ça peut être juste un don qu'on va chercher. Donc, encore là, il faut choisir le modèle de sociofinancement le plus adapté à nous et à notre projet. Il faut définir les modalités de financement. Donc, si on accepte un don et en retour, on va donner une récompense, il faut être clair. Telle récompense pour un montant X, telle récompense pour un montant Y, telle récompense pour on y pense avant, c'est pas après qu'on va l'improviser.
Il y avait un groupe de jeunes qui voulaient participer au Forum social mondial en Tunisie, puis ils se rendaient compte, quand ils faisaient de la recherche, qui des Canadiens, Canadiennes avaient déjà été au Forum social mondial. Puis j'avais déjà été très privilégiée, j'avais participé à 3. J'avais été invitée, donc au moins mes dépenses étaient payées, mais j'y allais de façon bénévole. Puis les autres, ils voulaient, dans le cadre de leurs études, aller vivre le forum, puis ils se sont dit, personne ne nous invite, donc faut payer de notre poche. Puis là, eux autres, ils voulaient lancer une campagne de sociofinancement, je pense que c'était sur Ulule, et leur campagne aurait été 500 $. Premièrement, ça ne payait même pas un billet d'avion des 7 jeunes. Donc là, ils m'ont demandé de les rencontrer pour que je leur explique un peu ce que c'était quoi le Forum social mondial. Puis là, ils me disaient, on va se faire une petite campagne, puis on va faire connaître notre projet. Puis ben, j'ai dit, c'est quoi votre objectif? J'ai posé exactement une de ces 4 questions-là. Puis ils me disent, 500 $. Ben, je dis, là, qui va l'avoir? Ça va payer quoi? Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? C'est-tu crédible? Vous allez en Tunisie, vous êtes 8, vous demandez 500 $. Pourquoi je vous donnerais de l'argent? Ça tient pas la route. Ils ont refait leur devoir. Ils ont lancé une plus grosse campagne. Réellement, ça aidait à payer, je pense, c'est 50 ou 60 % des billets, mais de toutes les personnes. Donc, le projet était plus élevé. Ils se sont donné une méthode de travail, que je vais vous donner les trucs tout à l'heure, et ils ont dépassé leur objectif. Puis oui, ils étaient dans une logique de récompense. Donc, si les personnes, je pense que si tu donnais 100 $, tu recevais une carte postale qu'ils avaient achetée d'un artisan, d'un petit entrepreneur social de la place. Puis tu donnais un peu plus, tu avais même un petit cadeau local, et ils t'envoyaient ça par la poste à leur retour. Puis ils trouvaient une façon pas juste d'offrir des cadeaux pour offrir des cadeaux, mais leur geste était significatif. Ils ont acheté des cadeaux auprès d'entreprises sociales, entreprises communautaires de différents pays qui viennent au Forum social mondial, et en achetant de leurs produits, en le redonnant ici, on fait une pierre 3 coups. On initie les gens à l'économie sociale et solidaire. Les gens reçoivent un cadeau qui a du sens parce que ça a vraiment aidé des gens à avoir un meilleur emploi, un meilleur revenu. Et ils ont poussé la récompense dans une logique très solidaire. Le 5e, c'est de choisir la plateforme qui est réellement adaptée pour nous. S'il y en a 1000 quelques, il y en a au moins une qui devrait vous répondre, et j'aurais le pressentiment que ce serait une des plateformes francophones. Les 5 facteurs de succès. 1, il faut que votre projet soit solide. Bien là, dans le fond, projet solide, c'est autant pour les subventions ou n'importe quel bailleur de fonds ou partenaire financier que vous approcherez. Mais il doit être solide et structuré. Mais en plus de ça, il doit être écrit dans un gabarit très court. On parle vraiment un peu de la logique du one-pager. Qualité du message, un beau visuel, peut-être une petite vidéo d'1 minute ou 2, puis tout ça doit rentrer dans une page souvent sur la plateforme. On peut rajouter des photos en complément pour que le monde voit, c'est du vrai monde, ils font des vraies affaires, on a des sourires, c'est attractif. La petite vidéo, c'est peut-être pour expliquer un peu le projet, et c'est vraiment pour montrer que le projet est crédible et que nous aussi, on l'est crédible. Il faut avoir une stratégie pour diffuser notre campagne, pour aller chercher nos amis, les amis des amis, les amis, les amis, les amis, les amis, les rayons que je vous montrais tout à l'heure. Donc ça se fait pas tout seul. On peut l'espérer, mais si on n'embarque pas des gens dans le coup pendant qu'on planifie notre campagne, c'est pas évident que tout le monde va le relayer. Utilisation maximale et efficiente des médias et des médias sociaux. Plusieurs personnes qui lancent une campagne ou organisation vont s'assurer aussi que dans les médias traditionnels, conventionnels, à la radio, dans le journal, qu'on parle du projet de la campagne de sociofinancement, parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas encore en ligne. Ils sont peut-être pour regarder Google, puis naviguer un peu, puis travailler, mais de penser réellement, de faire leur contribution sociale en ligne, il y en a beaucoup qui ne sont pas encore là. Donc, de parler via un journal local, que la campagne se fait, de marquer les liens, puis que là, les gens voient aussi sur Facebook, ça passe, puis la concordance de tout ça fait que, waouh, c'est un vrai projet, même le journal en parle. Réseau initial d'appui important et mobilisé, pour quand on lance la campagne, ils sont prêts à faire leur don de 5 $, 10 $ rapidement pour qu'il y ait l'effet d'entraînement. Et quand je reprends les différentes étapes, présentation du projet en ligne, on fait la promotion de notre projet. Le projet est promu sur notre propre site Internet. On mobilise nos amis et nos réseaux. L'argent commence à rentrer pour financer notre projet. Finalement, on reçoit l'ensemble du financement pour notre organisation. Puis qui sait, on va peut-être refaire le cycle pour un 2e ou un 3e projet. Une campagne planifiée, qui est vraiment planifiée quotidiennement, récolte 180 % de plus que ce qu'elle prévoyait.
Donc, on avait peut-être une cible X, mais ça se peut qu'on reçoive beaucoup plus parce qu'on l'a planifié, on a trouvé les outils pour mobiliser les gens. On sait comment rejoindre des gens qui vont rejoindre d'autres gens. Les pages de collecte les plus efficaces comptent entre 300 et 500 mots. Hey, on parle pas de pages, là, on parle pas de chapitres. 300 à 500 mots pour expliquer notre projet. Une campagne menée par une équipe plutôt qu'une personne seule récolte 3 fois plus d'argent. Parce qu'une personne seule, elle va mobiliser son réseau. 3 personnes, c'est là qu'on commence à voir l'effet multiplicateur. Les projets avec une vidéo, c'est une image qui parle, là, qui est dynamique, puis qu'on entend la voix des personnes, récolte 4 fois plus d'argent que les autres projets qui n'ont pas mis de vidéo. La durée d'une vidéo pour une campagne réussie est maximum 3 minutes et 27 secondes. Ça vient de Kickstarter. C'est parce qu'eux autres, ils ont des millions de dollars qui circulent sur leur plateforme, puis de projets qui sont présentés, puis ils ont pu faire des statistiques réelles en fonction de ce qui se passe dans les campagnes de financement. Les personnes qui contribuent, qui font des dons, restent 31% plus longtemps sur la page de collecte de fonds une fois que 40% de l'objectif a été atteint. Donc, si on lance notre campagne de sociofinancement en ligne, puis qu'à quelque part, déjà, on a mobilisé plein de monde, puis on leur dit, dans le premier 24 heures, tout le monde fait son don de 5, 10, 15, 20 $, puis quand dans 2 jours, on a déjà atteint notre 40%, ben dites-vous, les gens qui vont arriver, ils vont avoir l'hameçon dans la bouche. Ils vont être accrochés, puis ils vont avoir le goût de dire, hey, comment ça se fait que ce monde-là embarque si vite dans ce projet-là? Et là, il y a l'effet d'entraînement de dire, wow, ce projet-là est crédible, papa. Contributeur finance un projet 21% de plus une fois que 40% de l'objectif de la collecte est atteint. Puis les porteurs de projets qui communiquent régulièrement avec les contributeurs récoltent 126% de plus que les autres. Donc, quand les gens ont donné, que tu aies un réflexe de leur envoyer un petit coucou pour leur dire merci. Puis là, tout d'un coup, ils disent « Hey, ils m'ont remercié. » Donc là, on est fiers. On a été valorisés dans notre contribution. Donc là, on leur dit une deuxième fois. Puis peut-être que dans notre rayon de gens qui ont peut-être pas vu qu'on a fait le premier don, bien, ils voient le deuxième message. Puis là, encore là, ça a l'effet d'entraînement. Le déroulement de la campagne de sociofinancement. En moyenne, l'argent récolté pendant le premier, le 3 et les 3 derniers jours de la campagne représente 42% du montant collecté. Donc, ça veut dire qu'encore là, il faut être très stratégique. Les 3 premiers jours de campagne représentent 28% du montant total collecté. Donc, déjà là, il faut savoir que quand on lance une campagne, il faut déjà avoir parlé à tellement de monde que 28% de notre objectif du 5 000 $, du 10 000 $, du 50 000 $, on sait qu'il y a des gens qui vont faire des contributions en ligne. La première et la dernière semaine de campagne représentent les 2/3 du montant collecté. Ça vient toujours de Kickstarter. La recette que Kickstarter a essayé de ressortir via tous ces dossiers. La durée optimale d'une campagne de sociofinancement en ligne devrait être entre 20 et 40 jours. Si vous regardez les différentes plateformes aussi, eux autres aussi ont fait des statistiques sur leur propre plateforme, ils vont même vous donner l'information ici. Si vous venez de mettre votre projet, on vous suggère fortement de ne pas aller au-delà de 30 jours ou de 25 jours. Donc, écoutez les conseils des plateformes aussi parce que eux autres ont leur propre expérience. La durée moyenne d'une campagne réussie était de 38 jours. Le mardi, ce serait le meilleur jour pour lancer une campagne. Puis le dimanche, le pire jour pour lancer une campagne. Parce que le dimanche, le monde le voit le lendemain. On vient de perdre le 24 heures du momentum du 2-3 jours pour aller chercher le 28% qu'il nous faut pour avoir l'effet d'entraînement. Le mois d'août, c'est où le plus de projets sont financés en ligne. Janvier et février, le moins de projets financés en ligne. Donc, on est en décembre. Quand vous allez écouter ça, ça sera indépendamment d'où est-ce que vous êtes dans l'année parce que le webinaire est en ligne. Mais dites-vous que ces 3 mois-là, on peut viser l'été ou la fin de l'été, parce que là, les gens reviennent au travail et tout, ou janvier, février, c'est vraiment à éviter parce que c'est le lendemain des fêtes. Et les gens ont d'autres choses à faire, entre autres payer leurs dettes sans doute de toutes les fêtes. Le meilleur moment pour lancer une campagne, c'est au début de la journée. Qu'est-ce qu'on fait quand on se lève le matin? On regarde notre téléphone, on se branche sur nos courriels, on ouvre notre page Facebook ou notre compte LinkedIn ou Instagram, puis là, on regarde les photos ou on regarde des projets. Et c'est là que ça risque de nous accrocher. On est éveillé, on a un café à la main ou un thé. Et si notre ami
nous dit avec fierté qu'il a financé un projet, ben, on risque 5 minutes après de vouloir s'associer à cet effet boule de neige. Donc, si vous dépassez 21% de votre objectif, vous avez 87% de chances de réussir votre campagne et 100% des chances si vous atteignez 35% de votre objectif rapidement. Le revenu moyen par campagne est entre 3 750 $ à 37 500 $, puis la transaction moyenne est de 75 $. Donc, vous allez en avoir beaucoup des petits 5 piastres, puis vous allez en avoir des 100 piastres aussi, puis des 200 piastres selon ce que vous allez proposer. Et ça vient pas de Kickstarter, ça vient de l'Ontario Crowdfunding and Lean Startup. C'est l'Institut Mars à Toronto qui continue à documenter cette façon de mobiliser de l'argent en ligne. Vous savez, il y a toutes sortes de projets de sociofinancement, mais un des plus farfelus que j'ai vu, c'était un gars qui avait dit « Moi, je fais la meilleure salade de patates au monde et si vous en voulez, ben faites-moi une contribution. » Puis là, il avait proposé des montants. Si vous me donnez tant, vous allez avoir tant de salade de patates, un peu plus, beaucoup plus. Ben, savez-vous quoi? Le monde, ils l'ont accepté en riant, sans doute, ce projet-là, mais ils ont dit « Gabin, on va en faire des dons. On va l'acheter sa salade aux patates. » Et lui qui pensait, tu sais, faire peut-être une fête chez lui, c'est ça quand il raconte, il dit, moi, je pensais que ce serait le monde proche, j'aurais fait une fête chez moi, on l'aurait ri. Ben, écoutez, il a été pris au jeu. Puis ça, c'est une photo, même avant la fin de la campagne. C'était insolite. Il avait récolté à ce moment-là déjà 55 000 $ pour une salade de pommes de terre. Il y avait près de 7 000 personnes qui avaient fait des dons. Et on voit la photo du gars là, qui a été vraiment pogné avec une idée farfelue. Et il s'est mis à faire de la salade de patates puis il l'a envoyé partout sur la planète parce que là, il y a des Français qui ont dit « Ah, mais tu sais, on va y en faire un don pour voir si la salade de patates va se rendre jusqu'en France et un peu partout. » Mais je sais qu'il a récolté encore plus que ce montant-là. Ça, c'était un peu avant la fin de la campagne. Imaginez, ça a été partagé par 395 990 personnes sur Facebook. C'est là l'effet d'entraînement qui fait de tout ce monde-là qui ont vu la campagne de sociofinancement sur la meilleure salade de patates au monde, a fait que près de 7 000 personnes ont décidé d'investir. Sur ce, une autre stratégie, ce que j'espère vous avoir convaincu, moi j'y crois fondamentalement, j'ai fait au moins 5, en plus de ma propre plateforme, j'ai utilisé 5 différentes plateformes pour faire de la mobilisation de fonds, pour appuyer des projets dans lesquels j'étais impliquée, et ça a été un succès à chaque fois. Ça demande de l'organisation, mais de plus en plus, les plateformes sont perfectionnées. On peut même prévoir nos lettres pour dire merci, pour faire un petit rappel, parce qu'on reçoit des alertes. Hein. Cette personne-là a reçu mon courriel, mais elle ne l'a pas ouvert. Ah, ben, gadon. Comment ça que Joe Blow n'a pas ouvert son courriel? Pourtant, il lit tout ce que j'envoie. Donc, je peux peser sur un petit bouton. Il reçoit un petit rappel poli. Oups, je reçois les alertes quand les gens ont fait leur don. Et là, je repèse sur un petit bouton. Mon message est déjà préparé. Même à tous les jours, quelques minutes par jour, je peux facilement gérer ma campagne si encore là, on a investi un peu de temps en amont pour préparer les outils. Il y a une autre logique dans la diversification financière, c'est les économies d'échelle, de travailler beaucoup plus en collaboration entre nous. J'aimais bien ce petit dessin. Génie. Chacun veut conserver son autonomie au lieu d'économiser. Chacun travaille vraiment dans une logique souvent de chacun pour soi. On est très isolés, on crée nous-mêmes des silos au lieu d'explorer le potentiel de s'associer pour se soutenir mutuellement. On le fait de plus en plus dans les tables de concertation, on se parle, bravo, mais est-ce qu'on pourrait le faire aussi avec notre argent? Donc, dans certains pays, il y a plusieurs organismes, puis même ici, j'ai réalisé que dans le milieu des arts, avec Théâtre Action, puis les compagnies de théâtre, ils sont regroupés pour ensemble acheter et négocier un programme d'assurance collective. Ben, si chacun y va de son bord puis qu'on a des petites organisations, on n'aura jamais un bon programme. Mais si on se met ensemble, ben on peut sans doute avoir un meilleur programme avec plus de bénéfices. Puis imaginez si c'était l'ensemble des organismes communautaires en Ontario qui allaient chercher un programme d'assurance collective, ben on aurait vraiment des économies d'échelle. Puis une superbe belle structure de série de bénéfices parce qu'on deviendrait l'équivalent d'une méga entreprise qui a des assurances collectives. On pourrait aussi partager davantage, non pas juste nos rêves, nos aspirations, puis comment on a le goût de se concerter, mais qu'est-ce qu'on achète? C'est quoi qu'on a de besoin dans nos organisations? On va imprimer des choses, on va avoir des services comptables, on va s'acheter des meubles, on va
on a des ordinateurs, il y a plein de choses que l'on achète, puis chacun achète ces mêmes choses-là dans tous les bureaux. Si on faisait la liste des achats récurrents, les choses qu'on achète régulièrement ou qui reviennent à tous les 2 ou 3 ans, des nouveaux ordinateurs plus performants, des choses comme ça, puis qu'on négociait avec les fournisseurs, de dire, nous, l'ensemble du mouvement associatif, ça représente 3000 organismes communautaires franco-ontariens. C'est le chiffre qu'il y avait à l'Office des affaires francophones il y a plusieurs années, donc je pense qu'on est encore un peu plus. Et on va négocier avec des fournisseurs notre masse critique d'achat. Ben, je m'excuse, mais si j'achetais un ordinateur seul et que je le paye 2000 $, mais que de l'acheter en gang, maintenant, il me coûte 600 $, ben c'est dans ma logique de diversification financière, j'ai épargné de l'argent. Seule façon qu'on va pouvoir arriver là, c'est si on s'associe pour des logiques d'économie d'échelle. L'autre chose, est-ce qu'on peut acheter des uns des autres? Est-ce qu'on peut louer un local chez quelqu'un parce qu'il y a de l'espace de libre puis qu'il aurait besoin de notre argent pour boucler sa fin de mois? Est-ce qu'on peut, au lieu de toujours embaucher des ressources d'extérieur, de dire on va embaucher des consultants ou les consultantes de chez nous, ou même un organisme qui l'a déjà fait, lui donner un petit contrat pour qu'il nous partage son savoir-faire? Pourquoi ça serait toujours dans la logique des consultants et consultants? Il pourrait aussi avoir des contrats qu'on se donne entre nous dans une logique solidaire. Le partage de ressources, encore là, dans le milieu des arts, on l'a vu souvent, puis je suis sûre que c'est dans d'autres secteurs d'activité. Personne ne peut avoir une comptable plein temps, mais chacun des organismes a besoin de quelques heures par mois ou une journée par semaine. Donc, entre autres, le milieu des arts avec, je pense que c'est la PCM, le réseau Ontario, tout ça, ils se sont identifiés une ressource qu'ils partagent et c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Des fois, c'est en communication, comptabilité, tout ça. Et il y avait la logique des espaces partagés mis, etc. Parce que là aussi, notre seule limite, c'est notre imagination. Si on commençait à partager ensemble toutes les choses, tous les montants d'argent que l'on dépense pour fonctionner au sein de nos organismes, bien, on découvrirait peut-être qu'on peut s'associer pour diminuer cette dépense-là, sauver de l'argent et garder ces sous-là pour aller investir vraiment dans nos ressources humaines, dans nos activités, puis pour aller plus loin avec l'argent qu'on a levé à la sueur de nos bras. Les espaces partagés si multiples, les différents dessins, le Centre francophone à Thunder Bay, la nouvelle scène à Ottawa, l'atelier Maurice Bélanger d'innovation sociale à l'Université Saint-Paul, ce sont tous des organisations à but non lucratif où est-ce qu'on crée des espaces, où est-ce qu'on se crée un toit qui bénéficie à plein de monde, puis si on ne s'était pas associé, on ne l'aurait jamais eu ce toit-là. Je suis ici à l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, où est-ce que plein d'organismes cohabitent maintenant sous le même toit du COFRP, ben c'est une autre façon, c'est un autre genre d'espace partagé et c'est gagnant-gagnant. Une autre logique qui pourrait nous permettre d'économiser, c'est de créer notre propre argent. Pourquoi pas le franco? D'avoir notre monnaie locale francophone, puis on y donne une valeur et on la fait circuler pour acheter des biens et des services entre nous. Ben, cette logique-là d'une monnaie locale, ben, la première qui l'a inventée, c'est peut-être Canadian Tire, puis bien d'autres. Donc, on a une pratique, on a une logique. Quand j'achète, on me donne certaines monnaies de Canadian Tire, puis la prochaine fois, quand je vais acheter, je peux avoir plus pour ce que je vais acheter chez Canadian Tire, mais il y en a d'autres qui ont bonifié ça dans une logique plus sociale et solidaire. On voit de plus en plus de monnaie locale. Le monde qui imprime carrément des dollars et cet argent-là, on les achète, ces dollars-là. Puis, exemple, si 5 dollars en argent canadien, pour 5 dollars en argent canadien, je peux peut-être avoir 8 dollars franco. Puis avec les 8 dollars franco, ils sont acceptés à tel restaurant, et ou telle boutique, tel service, tel spa, tel ci, tel ça. Donc, j'ai toujours une valeur complémentaire. Il vaut vraiment mon 8 dollars de plus parce qu'on se soutient mutuellement. Au lieu de charger une marge trop grande, cette marge-là, je l'applique sur la monnaie locale et encore là, tellement de belles pratiques. Puis imaginez encore le gars, ça c'est un exemple en Wallonie, en Bruxelles, les autres aussi l'ont imprimé, mais ce qu'on se rend compte, c'est que de plus en plus, la monnaie locale, elle devient virtuelle aussi. On peut se créer une monnaie locale, puis s'acheter des choses les uns les autres, ou même avec des entreprises locales. C'est quoi le bien fondé de ça? Canadian Tire, pourquoi ils ont créé la monnaie? Parce qu'ils nous font, on y croit tous, là. On a notre argent Canadian Tire. Eux autres, ils ont même créé une carte maintenant. Ils te donnent plus l'argent papier, mais ils te la mettent sur ta carte. Et tu as le réflexe de dire, ah, tiens, j'ai 20 dollars sur ma carte. Est-ce que je vais aller chez le Rona acheter mon tournevis ou je vais retourner au Canadian Tire parce que j'ai 20 dollars sur ma carte que j'ai amassée, puis le tournevis, c'est 27 dollars. Donc, ils savent qu'en créant cet outil-là, on crée le sentiment d'appartenance, la relation, et on se soutient mutuellement. Hey,
peut pas dire qu'on sort pas des sentiers battus, là. Puis il n'y a rien qui nous... Moi, ça fait à peu près 8 ans que j'en parle en Ontario français. Il faudrait juste trouver un petit pool de gens puis le faire. Ils l'ont fait en Alberta, ils l'ont fait en Colombie-Britannique, à Vancouver, ils l'ont fait un peu partout dans le monde. Et comme je l'ai dit, maintenant, c'est un peu plus logique parce que de tuer des arbres pour couper des arbres pour faire imprimer d'autres genres de monnaie. Mais il y en a des fois maintenant qui se servent de la carte, puis on met notre argent là-dessus, elle est rechargée. Ça peut être aussi de façon virtuelle avec notre téléphone intelligent. Où est mon bureau au centre d'innovation? Il y a une petite entreprise qui a créé une application comme ça, puis c'est vraiment dans une logique d'une monnaie virtuelle, mais tout se fait via le téléphone intelligent. Donc, on n'a pas besoin d'imprimer de papier. Puis si on achète, on a une valeur additionnelle, puis on peut acheter encore là ou aux autres commerces, entreprises et organisations. En 2017, il y avait un article qui avait paru sur le site ici à Ottawa-Gatineau qui disait plus de 1250 personnes se procurent la nouvelle monnaie virtuelle. Là, je pense qu'on faisait référence à la monnaie cryptée, mais c'est aussi pour vous dire, c'est quoi la limite, là? De plus en plus, on s'enligne vers moins d'argent dans nos poches, plus d'argent sur des cartes ou d'autres genres de mécanismes. Et pourquoi que ce serait seulement les capitalistes qui le feraient, cette logique-là? Si ça rapporte réellement, si ça crée un lien d'usage, si ça crée une fidélisation, pourquoi on ne pourrait pas se servir de ces bonnes pratiques-là pour créer une fidélisation de soutien et d'entraide entre francophones? Il y a le troc. Bien, tout le monde le vit à sa façon. On le vit même maintenant via les pages Facebook où est-ce qu'on fait des échanges gratuits de biens. Au lieu de jeter, on va échanger. On trouve que c'est des bonnes affaires. On veut pas jeter pour jeter. On peut le faire dans nos organismes encore là. Je donnais l'exemple du spot qu'on peut vendre à bon prix, mais il y a peut-être des choses qu'on veut même pas perdre le temps de le vendre, mais on pourrait les mettre sur un site puis de dire on se les passe au sein des organisations et ça peut nous aider à épargner. Et une autre stratégie de diversification financière, c'est quand on décide, comme je le disais plus tôt, de développer nos compétences entrepreneuriales. Si on a des produits et des services, des programmes et des projets qu'on pourrait transformer en produits et en services et les vendre sur le marché, les vendre dans notre communauté ou dans la province ou un peu partout, on peut avoir nos propres activités génératrices de revenus. Bien, saviez-vous quoi? Des 55 000 organismes communautaires en Ontario, il y en a 10 000 qui sont affichés entreprises sociales en Ontario, qui se transforment de plus en plus en vendant des services et des produits sur le marché, en investissant et en croyant assez en eux pour développer leur autonomie financière, pour dire on va toujours essayer d'avoir un 20, un 30, un 40% de l'argent qui va être auto-généré par nos activités. Puis ça sera pas par de la vente de chocolat puis de la vente d'oranges, là. Parce que ça, il faudrait en vendre beaucoup de chocolat, du fromage ou des oranges pour atteindre le niveau de diversification financière que l'on veut. Je vous ai présenté une photo du hub, mais il y a un hub à Ottawa, il y en a plein à Toronto, il y en a un à London, il y en a à Sudbury, il y en a un peu partout sur la planète maintenant, donc ces espaces de partager, mais ça font partie des entreprises sociales. Et à peu près juste à Ottawa, il y a au moins une centaine d'entreprises sociales francophones, Prescott Russell, Sudbury, Thunder Bay, il y en a vraiment partout sur le territoire. Et qui sait, il y en aura sans doute plusieurs autres parce que quand je donne mes ateliers puis que je demande aux gens qui est financé 100% par l'État, par les subventions publiques, puis personne ne lève la main, je leur dis qui réussit à s'autofinancer en vendant des services et des produits, puis là, la majorité du monde lève la main, puis là, je leur dis parlez-moi de ça, de ces produits-là puis de ces services-là. Il y en a que c'est vraiment marginal, là, c'est pas pour des gros montants, mais il y en a d'autres, ça passait de quelques centaines de dollars à quelques milliers de dollars. Et ils ne pourraient plus se passer de cet argent-là pour maintenir l'organisation à flot. Donc, il y a plein d'entrepreneurs sociaux en Ontario, dans plein de secteurs d'activité, dans toutes les régions. L'entreprise sociale, c'est une double entité. Il y a le côté social, donc le côté association, puis il y a le côté entrepreneurial. Il y a différentes structures légales. Ça peut être l'organisation à but non lucratif, ça peut être une coop à but lucratif, à but non lucratif, ça peut être une mutuelle, une fondation. En Ontario, on embrasse aussi dans la logique de l'entreprise sociale les petites entreprises privées à mission sociale, mais on ne retrouve pas ça au Québec ou dans d'autres provinces. Mais ça veut dire qu'on a plus d'une structure.
Quand l'organisation décide de transformer ses activités en activités commerciales, soit qu'elle va avoir le projet d'entreprise sociale au sein de son organisation, soit que l'organisation va se transformer réellement en entreprise sociale, soit qu'elle va le créer à côté. Puis à côté, je vais vous donner rapidement l'exemple de Earth, où est-ce qu'il y a 33 ou 34 ans passés, un groupe de femmes monoparentales voulait se créer un emploi. Ils ont d'abord créé leur association parmi elles pour se rencontrer, se concerter, voir s'ils avaient besoin il y avait un besoin commun. Le besoin commun, c'était d'avoir un emploi de qualité pour se sortir de la pauvreté, puis de se créer un emploi là, vraiment avec un bon salaire. Puis ils ont créé la Maison Verte, qui est une entreprise sociale qui est dans le milieu des serres. On fait pousser des arbres. Et maintenant, ils sont dans le maraîcher, puis dans toutes sortes des fleurs et plein d'autres produits dérivés. Et ils sont un des plus grands entrepreneurs à Thunder Bay. Et ils sont toujours présents. Donc, on a une logique associative, mais on a réellement une logique entrepreneuriale. Et l'argent que l'on fait du côté entreprise, les produits et services que l'on vend, les surplus que l'on fait sont réinvestis dans notre mission sociale. Et plus on a cette équation-là, ce cercle-là, plus notre entreprise d'économie sociale s'enrichit, devient solide, et cette partie-là de notre diversification financière continue de croître. Et il y a toute la logique de la philanthropie, des dons et des contributions. Je vais faire juste 5 minutes là-dessus, mais quand vous allez avoir la copie la présentation, vous allez voir, je vous ai tout mis, les principes et les concepts, pourquoi les gens nous donnent de l'argent, ils veulent s'associer à notre mission parce qu'on est crédible, parce qu'on respecte nos promesses, parce qu'on est une bonne cause, mais l'argent vient d'où? Des fois, on pense qu'on va approcher des grandes entreprises et qu'ils vont, c'est là qu'elle est l'argent. L'argent provient 88% des individus dans notre communauté qui vont faire des dons à nos projets, à nos organisations, tandis que c'est 5% qui viennent des entreprises, puis 7% des fondations. Donc, souvent, on veut vraiment mettre toute notre énergie pour approcher les entreprises, mais dans le fond, c'est une multitude de gens dans notre communauté qui vont être nos premiers donateurs. Je vous ai présenté la façon que la philanthropie se pense du petit don au legs. Donc, si les gens nous concèdent une partie de leurs avoirs à leur décès. Et ça, les 10 principes de la levée de fonds, c'est un multimillionnaire qui a même été chercher une subvention à la Fondation Trillium au tout début pour produire ce livre-là, les 10 commandements de la levée de fonds. Puis, il avait documenté qu'est-ce qu'on doit faire, nous, quand on approche des philanthropes pour financer notre projet. Puis ça, c'était sa recette. Et tout au long de la démarche que je vous ai présentée, vous avez les principes, vous avez comment faire une bonne sollicitation pour avoir une campagne de mobilisation philanthropique réussie, de ne pas avoir peur du rejet. C'est difficile de demander parce que c'est stressant de demander. On a l'impression qu'on quémande. On a peur de se faire dire non. Parfois, on n'est pas assez préparé. Puis quand on rencontre les gens, on a l'air un peu tout croche. Donc, il faut vraiment se rappeler que les gens nous donnent parce qu'ils sont des personnes, ils vivent dans la même communauté où ils vivent, où ils s'associent à la cause, ils ont vraiment le goût d'être soutenus. Je vous ai documenté plusieurs erreurs. Je vous ai aussi partager pourquoi les gens auraient le goût de donner ou de ne pas donner à une cause ou à une autre. Puis, je vais vous laisser là-dessus. Ça veut dire quoi, un non? Quand quelqu'un nous dit non, ça peut être oui, non, pas vous, parce que c'est pas le bon moment. Non, pas cette cause, pas notre organisation. Pas maintenant. Le non, ça peut être pas maintenant, mais si tu m'approchais dans un mois, peut-être que je te donnerais, mais on ne pose pas la question quel serait le meilleur temps pour les approcher. Non, trop peu. Il y en a qui disent, la cause m'intéresse, j'aurais pu y donner 1000 pièces, mais on me demande 50 pièces. Soit que je te donne les 50 pièces ou je te dis un non parce que tu n'as pas fait tes devoirs, tu n'as pas vu comment je pourrais investir dans ce projet-là. Non, c'est trop. Vous me demandez trop quand habituellement mes dons sont plus petits. J'ai pas aimé l'approche. La façon dont vous m'avez approché, c'est pas la bonne façon de le faire, donc c'est un non. Non, pas moi. On a approché une entreprise, puis on approche une personne, mais c'est pas la bonne personne. On reçoit un non, mais on vérifie pas
ben, est-ce que j'ai parlé de mon projet à la bonne personne ou à qui vous pourriez me référer donc, non, puis on vérifie pas que c'est à cause qu'on a parlé à la mauvaise personne. Donc, on n'a pas la référence de à qui on devrait parler la prochaine fois. Non, pas ici. Des fois, on demande des contributions, puis c'est pas au bon endroit, au bon moment. Puis ça peut être carrément un non, là, va-t'en, j'ai pas le goût de m'asseoir avec vous. Et rappelons-nous que les rôles des membres du conseil d'administration, c'est d'être les porteurs de nos projets, de soutenir nos projets. D'abord, ils doivent eux-mêmes faire des dons quand on a une campagne philanthropique, quel que soit le don. Si c'est un membre qui n'a pas beaucoup de moyens de ressources, il peut donner 1 $, 5 $, 10 $. Quelqu'un de plus, on garde les dons anonymes. Les membres du conseil d'administration peuvent partager leur contact, faire promouvoir la campagne, suivre la campagne de près. Si on a une activité, on peut vendre des billets. C'est pas juste sur les épaules de l'équipe de travail. Et tout dernièrement, juste pour vous dire qu'on a réussi au Centre Espoir Sophie, et on fait ça depuis 2 ans. On a créé le Cercle des Sophies parce que plus on parlait de la cause des femmes les plus vulnérables de notre société, plein de monde nous disait, ben voyons, je connais pas ça, c'est où? Ah, c'est sur la rue Guigues, à côté du centre Guigues. Puis là, on est tellement petit, le monde ne savait même pas qu'on existait. Puis à un moment donné, plein de monde, 20 femmes influentes ont dit, ça serait le fun de s'organiser un salon de thé. Et depuis qu'on fait ça, on lève entre 30 et 40 000 $ par année. On va, dès janvier, offrir une 5e journée de repas et de services en janvier. Puis ça, là, ça n'aurait pas été possible parce que les subventions de l'État sont bonnes, mais sont limitées. C'est parce qu'il y a eu de la solidarité dans la communauté. Et vous voyez les visages, il n'y a pas grand monde qui pleure dans ces photos-là parce que les gens se sentent utiles et de soutenir à la cause. Plein d'outils pour gérer nos campagnes, documenter qui on approche, comment on les approche et un outil de démarchage pour faire un suivi, pour pas demander 2 fois la même chose à la même personne ou à la même organisation et de bien suivre nos dossiers. Sur ce, voici une variété de pratiques. Vous voyez bien qu'on peut toujours faire une demande de subvention, mais on peut-tu commencer à réfléchir sur où est l'argent puis comment aller la chercher pour soutenir des projets qui nous animent, qui nous passionnent. Bonne journée. Merci beaucoup.